Bonjour, tout ce que vous devez savoir sur le RSI, Régime social des indépendants, c'est maintenant dans La Belle Entreprise en compagnie de Mireille Tonnerre, directeur adjoint de RSI Île-de-France. Mireille, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le RSI, le Régime social des indépendants ? Eh bien, le régime social des indépendants, c'est un régime de sécurité sociale, au même titre que le régime des salariés ou le régime agricole. Ce sont les trois grands régimes de sécurité sociale. C'est-à-dire que le RSI va concerner les indépendants. Que couvre ce terme d'indépendant ? Alors, les indépendants, ce sont les artisans, les commerçants, les industriels et les professions libérales, tous ceux qui ont une entreprise indépendante, qui ne sont pas salariés ou qui ne dépendent pas du régime agricole. Voilà. Quelle couverture propose le RSI, ce régime social consacré aux indépendants ? Il propose deux types de couverture. On va parler du domaine maladie et du domaine retraite. Dans le domaine maladie, c'est au même titre que n'importe qui, tout ce qui est les remboursements de médicaments, d'hospitalisation, d'actes médicaux, ainsi que les indemnités journalières. Pour l'assuré lui-même, le travailleur indépendant, et ses ayants droit, son épouse et ses enfants. Dans le domaine de la retraite, nous sommes un organisme de retraite avant tout. Dans le domaine de la retraite, nous servons les prestations de droit personnel, c'est-à-dire la retraite personnelle pour laquelle un assuré a cotisé toute sa vie. Retraite de base et retraite complémentaire, les retraites de réversion pour les conjoints survivants en cas de veuvage, des prestations soumises à conditions de ressources qui sont des allocations de solidarité pour les gens qui ont des petites retraites. Il y a aussi les prestations d'invalidité. Et enfin, nous servons des prestations d'essai, un capital d'essai, aussi bien pour les assurés actifs que pour les assurés retraités, ce qui est particulier au régime des indépendants. Les salariés n'ont pas ce genre de prestations. Et il y a un capital qui est versé en cas de décès. Et puis on peut ajouter qu'au-delà de ces deux volets, donc maladie et retraite, qu'il y a également des actions sociales. Voilà, il y a également l'action sociale qui s'adresse aussi bien aux actifs qu'aux retraités. Pour les actifs, c'est une aide au règlement des cotisations en cas de difficulté de l'entreprise sur constitution d'un dossier examiné en commission. Et à ce moment-là, on les aide à payer leurs cotisations. Et pour les retraités, une multitude de types d'aides qui va de l'aide ménagère à l'aide au chauffage, l'aide aux vacances. Voilà, il y a beaucoup de prestations qui sont proposées. Est-ce que ces travailleurs indépendants sont aussi bien couverts que les travailleurs salariés ? Alors oui, ça c'est vraiment important de parler de ça parce que dans l'esprit de tout le monde, les travailleurs indépendants sont moins bien couverts que les salariés. Or, ce n'est pas le cas. Les prestations maladie sont strictement les mêmes. Et les prestations en retraite aussi. Le régime est aligné, c'est le terme employé depuis 1973, c'est-à-dire que pour un paiement de cotisation de 1 000 €, que vous le payez au titre de salarié ou au titre de travailleur indépendant, votre retraite au centime près, je dis bien au centime près, sera strictement la même. On reste sur le passé, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui n'avaient pas forcément cotisé, qui avaient des cotisations facultatives et qui de ce fait avaient des petites retraites. Mais ce n'est plus le cas. Depuis 1973, on a quand même des gens qui ont fait des carrières entières maintenant avec un régime aligné. Ce sont les mêmes prestations. Il faut en finir avec les travailleurs indépendants sont moins bien traités que les salariés. Alors peut-être juste compléter et préciser que les travailleurs indépendants sont aussi bien couverts que les salariés pour tout ce qui est de la retraite et de la santé, mais qu'évidemment, ils ne sont pas couverts pour ce qui est du chômage. Voilà, pour deux choses en particulier. Le chômage, ils ne cotisent pas pour le chômage et donc ils ne sont pas couverts. Et ils ne cotisent pas non plus pour les accidents du travail, donc ils ne sont pas couverts à ceci près que, comme il y a des pensions d'invalidité, bien entendu, un accident qui survient dans le cadre de son travail, c'est un accident du travail et il va pouvoir toucher une pension d'incapacité au métier ou d'invalidité totale, définitive. C'est parfaitement couvert de ce côté-là. Et comment ça se fait que dans l'imaginaire collectif, on ait encore cette image du travailleur indépendant qui, en matière de santé ou de retraite, est moins bien couvert qu'un travailleur salarié ? Alors là, c'est un petit peu votre faute, à vous, les journalistes. Ne la pas, excusez-nous. Parce que régulièrement, dans les journaux, on voit des comparatifs qui disent, voilà, la pension moyenne d'un salarié, elle est de X €. La pension moyenne d'un travailleur indépendant, elle est beaucoup moins importante. Et alors, je ne parle pas des pensions moyennes des travailleurs agricoles.
Alors, comme je dis, vous, à cotisation égale, prestation égale, il se trouve qu'il peut y avoir des revenus moyens qui sont inférieurs et surtout, c'est une question de durée de carrière. Il se trouve que les travailleurs indépendants n'ont pas forcément une carrière intégrale, 40 ans d'annuité dans le régime des indépendants. Ils ont souvent été salariés au début de leur une dizaine d'années salariés ou une vingtaine d'années. Ils deviennent indépendants, où ils peuvent aller passer de l'un à l'autre, être salariés, devenir indépendants, redevenir salariés. Et il faut bien évidemment ramener le montant des pensions à la durée d'activité. Si vous avez travaillé 5 ans, vous aurez une toute petite retraite. Et c'est un petit peu ce qui fausse les statistiques et c'est annoncé simplement brut de décoffrage et on se dit on est moins bien couvert. Alors qu'on répète une troisième, voire quatrième fois, les travailleurs indépendants en matière de retraite et de maladie sont aussi bien couverts que les travailleurs salariés. Est-ce que ce régime social pour les indépendants est obligatoire ? Absolument. C'est important aussi de le souligner. Toute personne qui travaille en France est obligée de s'affilier à un régime de sécurité sociale. C'est dans la loi, c'est dans le code de la sécurité sociale et vous ne pouvez pas y échapper. Et si vous ne vous affiliez pas, ne payez pas vos cotisations, vous pouvez être poursuivi et condamné. Donc c'est vraiment important de le souligner. Actuellement, il y a des mouvements qui essaient de prouver que le monopole de la sécurité sociale doit être remis en question, que nous sommes des mutuelles, etc. Non, non, pas du tout. C'est un régime de sécurité sociale, il est obligatoire. Et ne pas s'affilier, c'est encourir des risques de se retrouver vraiment en difficulté. Et on l'a vu par le passé, des gens qui n'ont pas payé leurs cotisations pendant des années et qui se sont retrouvés en invalidité, à ne pas pouvoir toucher les prestations parce qu'ils n'étaient pas à jour, et dans des situations assez dramatiques. C'est assez dangereux de faire ce genre de choses. Oui, c'est vraiment obligatoire. Voilà, c'est illégal et puis effectivement dangereux. Si vous avez le moindre pépin, eh bien, vous ne serez pas couvert parce que vous n'aurez pas payé vos cotisations. Alors, ce qui est important aussi pour les entrepreneurs, c'est le coût. Alors, sans rentrer, parce que le calcul est assez complexe, oui. Est-ce qu'on peut donner une idée de ce que ça coûte à un entrepreneur que de cotiser à ce régime social des indépendants ? Globalement, à peu près, on va prendre une entreprise lambda qui pourra avoir soit un gérant qui cotise au RSI, soit un gérant salarié. Un gérant qui serait au RSI payerait à peu près 46%. Globalement 46% de cotisation sur le, pas sur le revenu, sur le bénéfice industriel ou commercial. Et un gérant salarié coûterait près de 50%, un peu plus, 49%. Donc le coût d'un gérant salarié pour l'entreprise est supérieur à celui d'un gérant d'un chef d'entreprise voilà, majoritaire. Et donc, ça représente en gros 46% du bénéfice de son entreprise. Pour quelqu'un qui vient de créer son activité, oui. Comment ça se passe ? Et puis après, je veux bien qu'on voit aussi le cas de quelqu'un qui n'aurait pas de revenus, qui n'a pas de bénéfice. Mais commençons par ce premier cas de figure. Je viens de créer mon activité. Est-ce que je paye mes cotisations tout de suite et à combien elles s'élèvent ? À partir du moment où vous créez votre activité, vous avez effectivement un appel de cotisation et j'allais dire c'est normal parce qu'on dit mais à peine on commence à travailler, on nous demande des cotisations, mais c'est comme une assurance. Vous pouvez être tombé malade, avoir un accident dans les 3 jours qui suivent votre affiliation et vous serez intégralement couvert dans cette situation. En première et deuxième année d'activité, les cotisations sont forfaitaires. Mais si l'assuré a une activité qui débute progressivement avec des difficultés à faire du chiffre d'affaires, il peut immédiatement s'adresser à nous dire qu'il ne fera pas un chiffre d'affaires supérieur, un bénéfice supérieur à X euros. Et à ce moment-là, on réduit sa cotisation. L'année suivante, quand il déclarera ses revenus officiellement, on réajustera. Mais on peut limiter. Mais il y a, en tout état de cause, une cotisation minimale qui est de 1100, autour de 1100 euros par an. Donc quelqu'un qui s'inscrira au 4e trimestre paiera que 300 et quelques de cotisation minimale. Alors, si on est bien d'accord, si j'ai bien préparé mon émission, c'est 1100 euros, c'est quelqu'un qui ne perçoit pas, enfin qui ne fait pas de bénéfice. Qui aura fait une année complète d'activité en ayant 0 euros de bénéfice ou un déficit. Voilà, ou un déficit. En revanche, quelqu'un qui crée son activité, là le forfait est un peu plus élevé, oui. Il est de 3 000 euros.
Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Voilà. Mais ce qu'on peut dire et qu'on peut rappeler, qui est important et qui est une nouveauté, c'est que si vous vous apercevez d'un décalage entre les cotisations que vous avez payées et puis ce que vous pensez que vous allez payer l'année suivante parce que vous avez diminué votre bénéfice, vous avez perdu un gros client ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter votre antenne RSI qui va vous recalculer de facto. Il suffit qu'ils fassent une déclaration en disant que leur revenu ne sera pas supérieur à temps et on recalcule les cotisations pour baisser les échéances et leur faciliter la trésorerie. Et par rapport à ce qu'on vient de dire, je crois qu'une précaution importante à prendre pour les entrepreneurs, c'est vraiment de provisionner cette somme d'argent, quel que soit le chiffre d'affaires qu'ils pensent faire et le bénéfice, c'est qu'il y aura un forfait, surtout quand on crée son entreprise. Et donc, il faut prévoir dans son business plan ces 3 000 € de cotisation. Voilà, c'est un peu comme pour les impôts. Le décalage est le même. Hein. On ne peut pas, comme pour un salarié qui a son salaire chaque fin de mois, fatalement, les revenus sont en dents de scie. À un moment donné, il faut faire un bilan. Ça n'est que l'année suivante qu'on a les revenus exacts, comme on le fait pour les impôts, quand on fait notre déclaration et que le dernier tiers est réajusté en fonction des revenus réels. C'est exactement le même principe pour les travailleurs indépendants. Là, cette année, à partir de 2015, on va un petit peu plus loin, justement, pour essayer de faciliter la vie des entreprises. Là, un travailleur qui est en vitesse de croisière, un travailleur indépendant qui est en vitesse de croisière, pas en première année d'activité, il a un échéancier sur 12 mois qui est basé sur les revenus 2013. N'est-ce pas ? Dès qu'il aura fait son bilan avec son comptable et qu'il aura son bénéfice, il nous le déclare. Immédiatement, on va recalculer les cotisations en fonction de ce revenu. Et on va lisser ces échéances, soit à la hausse, si son revenu a été en augmentation. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Soit à la baisse, alors que jusqu'à maintenant, cette régularisation se faisait en fin d'année et il n'avait que novembre et décembre pour régulariser sa situation, ce qui pouvait être très très lourd pour l'entreprise. Alors que là, on peut le lisser. Et toujours de la même manière, s'il est des revenus en augmentation, il prévoit une augmentation de revenus, il peut aussi nous l'indiquer pour qu'on augmente les échéances. Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il a une baisse de revenus, on peut hausser. Donc il y a vraiment, on peut jouer sur plusieurs choses. Et s'il n'est pas en prélèvement pour ses cotisations, ce qu'on conseille, parce que ça permet quand même de mieux gérer sa trésorerie, on peut accorder des délais supplémentaires sur certaines échéances. Enfin, on a toute une batterie à notre disposition pour essayer de faciliter la vie des entreprises et de ne pas les étrangler. Et pour terminer, donc vous avez un petit peu cette mission de conseil. Un entrepreneur qui aurait le moindre doute ou la moindre question peut prendre contact avec son antenne RSI. Absolument. On a une équipe d'accueil de près d'une vingtaine de personnes. Donc on peut prendre rendez-vous ou se présenter à l'accueil. Et vous avez de nombreux documents. On a beaucoup de documents qu'on met à disposition dans nos accueils, qui sont aussi sur le site internet national et qui permettent de se tenir au courant. Et dès qu'il y a une actualité réglementaire, elle est mise en ligne sur le site internet, soit des caisses régionales comme la nôtre, soit de la caisse nationale. Voilà, et vous l'avez rappelé, tous ces documents sont téléchargeables. Le site internet, c'est www.rsi.fr. Mireille, merci beaucoup de ces précisions. Et si vous voulez revoir cette émission, c'est sur le site internet de la chaîne, www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.